aujourd'hui, finalement, le champ du possible voilà, en termes d'accompagnement des entreprises de la région sur cette thématique transition écologique. Il nous semblait important de terminer cette journée sur des questions de financement. Voilà. Parce qu'à un moment donné, tout se traduit par des projets dans les entreprises sur des thématiques où la rentabilité, quelquefois, est un peu plus longue à voir. Donc, c'est important que ces questions de gestion de risque, de rentabilité, on puisse mobiliser les outils qui sont disponibles au plan national et régional, que vous puissiez les connaître et que vous puissiez surtout identifier les acteurs voilà, qui seront amenés à intervenir sur ces outils de financement. La région, alors moi en tant que directeur de l'environnement, je n'ai pas beaucoup l'habitude de m'adresser à des entreprises, parce qu'on travaille surtout avec des collectivités et des associations. On soutient les collectivités et les associations pour mettre en œuvre la transition écologique. Alors depuis l'engagement de la COP régionale, on a un peu plus de contact avec les entreprises et c'est tant mieux. Et avant de rentrer dans moi je vais vous donner la vision que j'ai de la transition écologique. L'objectif c'est la neutralité carbone à l'horizon 2050. Cet objectif il est inscrit dans le SRADET. Au tout début de la courbe, vous apercevez la situation en région centre. Donc on est un petit peu au-dessus pour ce qui concerne les gaz à effet de serre et la tendance n'est pas très bonne, et un petit peu en dessous pour la consommation d'énergie et un peu en dessous pour la production d'énergie renouvelable. Pour vous montrer les principaux secteurs qui sont impactants sur le bilan carbone du territoire régional. Donc le premier c'est l'agriculture avec 24%. Ensuite, c'est le secteur du bâtiment. Et puis après, viennent les questions de transport, 18 plus 13, pour faire les additions. Et puis l'industrie, 16%. Aujourd'hui, l'impact du dérèglement climatique, il est très concret pour le territoire régional et qu'il a déjà un impact sur un certain nombre d'activités économiques. Mais on peut aussi le voir en positif parce que ça montre là où est-ce qu'il y a des choses à faire, y compris en région centre. La COP régionale propose 4 axes d'intervention pour agir face à ce dérèglement climatique. Donc on a appelé réduire, améliorer, neutraliser, adapter. Réduire, il s'agit de baisser les consommations à la fois d'énergie mais aussi les consommations de matière. Améliorer, c'est notamment remplacer les énergies fossiles par des énergies durables, moins polluantes. Neutraliser, alors c'est un sujet qui est peut-être un peu à la marge sur les entreprises, quoique c'est tout ce qui concerne l'action sur la biodiversité. Donc on sait qu'il y a toute une partie du carbone qu'on ne pourra pas neutraliser, donc on ne peut pas diminuer complètement l'impact de l'humanité sur la production de carbone. En revanche, on peut développer la fixation de carbone dans les puits de carbone, et donc c'est tous les investissements qui sont sur les milieux naturels, la biodiversité, mais aussi dans les espaces agricoles. Et enfin, le dernier champ, c'est le champ de l'adaptation, qui est un champ un peu difficile à traiter, parce qu'on se dit que par rapport aux impacts sur le dérèglement, on se sent un petit peu démuni face aux inondations, face aux sécheresses. Cependant, on peut quand même anticiper un certain nombre de choses. Aujourd'hui, chaque année, les entreprises investissent 20 milliards dans les secteurs des énergies. Et il y a un certain nombre d'études qui ont projeté ce chiffre pour montrer quel était l'effort à faire pour faire la transition écologique en France notamment. Donc je cite un chiffre là, donc ce serait d'avoir 45 à 75 milliards d'investissements supplémentaires sur le secteur des énergies. Cet effort, il est à faire à la fois sur les collectivités, mais aussi dans les entreprises. Donc ça concerne le secteur de l'énergie, le secteur du bâtiment et le secteur de l'économie circulaire et des déchets. Alors on a plus l'habitude de parler des déchets avec les collectivités, mais globalement, déchets, économie circulaire, il faut faire le lien parce qu'aujourd'hui, la question est de traiter les déchets non plus comme une charge, mais comme une ressource, et même de s'affranchir de cette question des déchets. Alors sur l'énergie, ce qu'il faut retenir, et ça concerne également aussi les entreprises, c'est de toujours avoir en tête qu'il faut d'abord traiter le sujet dans l'ordre, en commençant par la question de la sobriété, ensuite la question de l'efficacité, et enfin le développement des énergies renouvelables et la substitution des énergies carbone par des énergies renouvelables. Sur la question de la rénovation énergétique,
Alors c'est un sujet sur lequel la région travaille depuis très longtemps. On a financé dans le cadre de politiques régionales ou avec des financements européens des bâtiments démonstrateurs pour montrer qu'on était capable de faire des bâtiments performants et efficaces. L'enjeu, c'est maintenant de massifier ces rénovations, donc de rénover et notamment l'essentiel du parc de logements en région, qui est très énergivore et qui consomme beaucoup d'énergie. C'est un marché très important, c'est un marché local, parce que ce sont des entreprises qui interviennent en région et ce sont souvent des entreprises locales, voire très locales. Le secteur résidentiel, c'est 320 millions d'euros par an en région centre. L'objectif de passer à 20 000 logements rénovés par an, ça permettrait de passer à 600 millions d'euros par an et c'est 8 400 emplois sur le secteur. Donc c'est vraiment un objectif important. Pour ce faire, la région vient de créer une société d'économie mixte. Alors à destination plutôt des particuliers, c'est l'essentiel de la cible, mais également ouvert aux petits tertiaires. C'est une société d'économie mixte qui a été créée avec la région et puis un certain nombre de collectivités, d'acteurs privés, de banques, qui va proposer une solution complète d'accompagnement des particuliers pour la rénovation de leur logement, donc du diagnostic de l'habitation, proposer un accompagnement technique sur les offres de rénovation énergétique et proposer aussi une offre de financement avec la mobilisation de financement européen et un partenariat avec la Banque européenne d'investissement. Et pour le dernier point sur la question de l'économie circulaire, j'aurais dû mettre économie circulaire et déchets, parce que ce sont des secteurs qui sont liés. Alors c'est un secteur sur lequel on identifie un potentiel. Aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de le chiffrer, de l'estimer et de mesurer l'impact. Mais en revanche, il faut aussi respecter les principes qui sont les principes de la hiérarchie du traitement des déchets, c'est-à-dire de privilégier d'abord la réutilisation, le recyclage et vraiment en dernier recours l'élimination et à minima avec une valorisation énergétique. L'accompagnement des entreprises, il se fait de manière graduelle. Enfin, c'est valable pour les entreprises, mais c'est valable pour tout public de toute façon. C'est d'abord une prise de conscience des entreprises, donc il faut absolument les informer, les sensibiliser. Vous êtes des relais indispensables, donc merci d'avance. Et puis voilà, les entreprises, très rapidement, très concrètement, elles peuvent disposer déjà de diagnostics pour savoir que faire, comment faire sur leur site. Donc ce dispositif, je reviendrai après sur d'autres diapos, c'est le dispositif qui vient d'être lancé avec BPI France et l'ADEME là, pendant l'été, c'est le Diag Écoflux. Voilà, prise de conscience. Et puis ensuite, on rentre un peu plus dans le dur, il faut faire un état des lieux. L'entreprise s'engage éventuellement dans un système de management de l'énergie, se pose des questions, voilà. Faire des audits énergétiques, des diagnostics spécialisés sur des thématiques ou des équipements bien particuliers. Donc là, nous, ADEME, on intervient par du financement de l'aide à la décision. Et puis on rentre encore un peu plus dans le dur, on va passer juste avant les investissements, il faut faire des études de faisabilité, bien dimensionnées, que le décideur ait en main tous les éléments pour passer à l'action. Et ensuite les investissements. Alors là, les investissements, je dirais, c'est vraiment pas le problème, hein, parce que les euros, on en avait déjà beaucoup, et puis là, les milliards tombent tous les jours. Donc voilà, financement via des dispositifs tels que les C2E ou accès à des prêts grâce à BPI France ou alors des subventions grâce à la région, à l'Europe, au fonds chaleur de l'ADEME en fonction des thématiques ou alors on produit l'énergie renouvelable électrique, des tarifs d'achat avec la CRE, la Commission de régulation de l'énergie sont mis en place. De la sensibilisation jusqu'à l'investissement lourd, il y a des accompagnements qui existent. Donc l'ADEME est présent sur quasiment toutes les strates, mais de toute façon, on saura vous aiguiller ou vous renvoyer vers le dispositif qui sera adapté. Donc là, on a un outil qui existe depuis une dizaine d'années, c'est le fonds chaleur. C'est donc l'ADEME, opérateur de l'État, qui est chargé de le mettre en œuvre. C'est annuellement entre 250 et 400 millions d'euros qui sont consacrés à la substitution d'énergie fossile par des énergies renouvelables thermiques. Donc
dans l'industrie de l'énergie fossile, on en utilise pas mal et bien souvent, ça peut être remplacé substitué par des énergies renouvelables. Comment on apporte notre aide à l'investissement? C'est variable, ça peut être des aides forfaitaires ou alors liées à des analyses économiques quand on est sur des projets assez lourds. L'objectif, de toute façon, c'est de rendre l'énergie renouvelable économiquement plus intéressante que l'énergie fossile. Donc atteindre une décote du prix de la chaleur renouvelable par rapport à l'énergie fossile. Je fais focus sur un dispositif unique en France. C'est le partenariat qu'on a avec le Conseil régional sur le soutien à l'énergie renouvelable thermique. Donc on est toujours sur le sujet de la diapo précédente. Juste pour dire que le fonds chaleur, initialement, c'est un dispositif qui était fait pour développer les gros projets, voilà, parce que c'est plus facile de faire du gros que de faire plein de petits. Voilà, sauf que nous, on est dans une région essentiellement rurale quand même, et beaucoup de petits projets font des gros projets. Et donc, on a créé ce qu'on appelle un contrat d'objectif territorial de développement des ENR. Voilà, sur un territoire, on contractualise l'ADEME, la région et le territoire. L'ADEME et la région s'engagent à apporter des financements et le territoire s'engage à animer son territoire. Donc quand je dis territoire, c'est aussi bien les collectivités, mais surtout les privés, les entreprises, je ne parle pas des particuliers, à sortir des projets. Donc on contractualise, voilà, premier point. Nous, ADEME, on apporte un soutien financier à l'opérateur voilà, pour mettre en place des actions de mobilisation et d'accompagnement des porteurs de projets. Et puis, nous et région, on apporte un accompagnement financier individualisé à tout maître d'ouvrage public ou privé. Un seul chiffre à retenir, 45% de l'investissement. Voilà. Donc c'est la manière dont on met en œuvre le fonds chaleur, donc vu précédemment, sur les territoires qui s'engagent dans ce type de contrat, et quelle que soit la filière concernée. Quels sont les territoires concernés? Donc à septembre 2020, partout où il y a de la couleur autre que le blanc, ça veut dire qu'on est dans un contrat d'objectif territorial de développement des ENR thermiques. Alors BPI France finance déjà tout ce qui est transition énergétique historiquement, au travers de grands projets structurants, notamment tout ce qui est éolien, photovoltaïque, depuis quasiment l'origine de ces technos. Mais effectivement, il y a une accélération depuis quelques années, et puis qui va se renforcer bien sûr avec un plan de relance très important, et notamment un plan climat qui va être présenté conjointement par la Caisse des dépôts et puis nous-mêmes mercredi prochain avec des enveloppes absolument conséquentes sur le sujet. Donc ça va vraiment changer la donne sur notre capacité d'intervention, nous, BPI France, sur les entreprises bien sûr, Caisse des dépôts étant sur des collectivités et tout ce qui est infra. On a fait une étude, donc au sein de BPI France, on a ce qu'on appelle un lab, donc BPI France le lab, et régulièrement on interroge donc nos clients chefs d'entreprise. On a interrogé donc 1000 entreprises en juillet, donc pas post-Covid malheureusement, mais post-confinement, sur le sujet justement de tout ce qui était donc transition énergétique. Donc quelques conclusions, 80% des dirigeants des PME-ETI ont conscience de l'urgence climatique. Un tiers des entreprises interrogées déclarent avoir été impactées par des événements environnementaux et climatiques. Mais pour autant, ils intègrent assez peu la question climatique à leur stratégie d'entreprise, même si 13% déclarent par ailleurs pouvoir réduire de manière significative leur émission de carbone dans les 5 ans. Mais ce n'est pas suffisamment encore intégré. On a interrogé les chefs d'entreprise par rapport aux freins. Donc les freins principaux, à 50%, ce sont les moyens financiers à mettre en place. Donc je pense que ça va changer avec donc les annonces du plan de relance et notamment du plan climat. Un tiers estime qu'il n'y a pas de solution techno pour diminuer donc toutes les technos liées à la diminution des émissions. Et puis 30% estiment que les efforts qu'ils feraient, qui généreraient peut-être une baisse de leur productivité par rapport à des charges inhérentes au fait qu'ils veulent baisser leur empreinte carbone, ne sont pas forcément reconnus par leurs clients. Donc ça va peut-être changer aussi avec les évolutions de l'ensemble des parties, notamment qui s'est accéléré avec ce confinement. Donc 67% sont prêts, dit-il, à agir par conviction, mais plus de 50% pensent que le sujet doit être porté par leurs clients et par les pouvoirs publics. Au niveau de BPI France, on avait déjà donc des outils et de financement. Donc on a développé en partenariat avec l'ADEME, notamment sur la partie dite accompagnement.
On a mis en place un climatomètre, vous n'en avez pas parlé, mais qui permet de faire une auto-évaluation de son empreinte carbone. Et puis le fameux Diag Ecoflux, qui est tout récent, puisqu'il est opérationnel que depuis le 1er septembre, et qui permet à une entreprise de pouvoir effectivement avoir un diagnostic assez précis sur les différents items, que sont l'énergie, l'eau, les déchets et les matières consommées ou produites. Et ce qui est intéressant, c'est que ce diagnostic, fait par des experts dans le domaine de l'art, qui seront des experts à la fois de l'ADEME et de BPI France, ça ne coûte pas grand-chose, puisque pour les entreprises de moins de 50 salariés, ça coûte 1 000 €. Donc il y a une grosse partie en fait, qui est prise en charge par l'ADEME et par BPI France pour pouvoir financer en fait, ces expertises. Et à la charge de l'entreprise, c'est 1 000 € pour les moins de 50 personnes et 1 500 € pour les plus de 50. Donc ça reste quand même relativement modique par rapport au diagnostic. Et là, il pourrait y avoir des financements au travers d'un prêt vert, qu'on va appeler prêt vert ADEME. C'est grâce à l'ADEME qu'on a pu développer ce produit tout récemment depuis août, mais qui va être très renforcé à partir de la semaine prochaine. Ce prêt vert ADEME, il a un intérêt en sens où il est sans garantie, parce que souvent la chose financée n'est pas facile à financer par rapport à ce que peuvent financer ou ce que peuvent proposer les banques, qui recherchent de la garantie intrinsèque, compte tenu qu'il n'y a pas de garantie possible à prendre, donc il sera sans garantie. Et surtout, il sera sur une durée longue. On est vraiment sur le temps long, sur ce sujet-là, sur l'énergie. On n'est pas sur des durées de 3, 5, 7 ans, mais sur des durées longues. Donc on peut aller jusqu'à 10 ans et jusqu'à 1 million €. D'autres dispositifs, David en a parlé, c'est le prêt éco-énergie, qui est assis en termes de ressources sur les fameux certificats d'économie énergie par les obligés, ceux qui produisent et distribuent de l'énergie. Et on pourra accompagner 1000 entreprises pour près de 140 millions €. Donc ça aussi, c'est nouveau, puisqu'on avait, entre guillemets, supprimé ce prêt éco-énergie par manque de ressources. Aujourd'hui, à nouveau, on a de la ressource pour permettre de pouvoir financer des prêts éco-énergie sur des montants moins importants, jusqu'à 500 000 €. Et vous pouvez aller sur le site BPI France ou de l'ADEME pour pouvoir effectivement, si vous avez des sujets pour les chefs d'entreprise de rénovation thermique ou pour faire diminuer son empreinte carbone, d'avoir des dispositifs de financement sans garantie, à des taux bonifiés et sur des durées plutôt longues et assortis de différés. Donc tout ce qu'il faut pour financer ce type de projet. Moi, je dirais en conclusion, au-delà de l'offre et des moyens très importants effectivement qui vont être mis en place, je crois que c'est important, et ça a été rappelé ce matin, c'est bien d'articuler nos interventions, que chacun n'ait pas effectivement, entre guillemets, à présenter son catalogue, mais vraiment articuler nos interventions. On le fait déjà avec l'ADEME, on le fait déjà avec la région, mais on va le renforcer avec les consulaires. Moi, j'ai écouté avec grand intérêt l'Adréal ce matin sur les diagnostics, comment est-ce qu'on peut effectivement, c'est vous madame, donc pouvoir les articuler de manière intelligente pour toucher un maximum d'entreprises. Et sachant que la transition énergétique aujourd'hui et tout ce qui est transition écologique énergétique, ça sous-tend en fait toutes nos interventions. C'est pas une partie de l'activité de BPI France, mais aujourd'hui c'est vraiment le chapeau, une sorte de fil rouge qui doit sous-tendre chacune de nos interventions. Alors la Banque des Territoires, vous le voyez là, est un des métiers du groupe Caisse et Dépôts. La Banque des Territoires, c'est la réunion des différents départements et opérateurs de la Caisse des Dépôts qui travaillent pour lutter contre les fractures territoriales. Dit plus positivement, de lutter en faveur de l'attractivité des territoires et en particulier, bien sûr, de ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Et là, on sait que c'est complexe, l'attractivité des territoires, parce que ça englobe énormément de critères, énormément de priorités. C'est un habitat de qualité, ce sont des mobilités douces, des mobilités actuelles, c'est de la culture, c'est l'intégration des personnes âgées, ce sont des commerces, et la transition écologique et énergétique qui effectivement traverse toutes ces priorités, tous ces critères. Le fil rouge, effectivement, comme le disait Thierry Martignon, et qui en garantissent la réussite et la durabilité de la réussite. Donc c'est vraiment pour nous une priorité que d'accompagner la transition énergétique et écologique. La Banque des Territoires, c'est plutôt pour accompagner les collectivités locales, accompagner leurs opérateurs, les organismes HLM, les sociétés d'économie mixte par exemple, et la BPI France, bien sûr, pour accompagner les entreprises de façon très, très transversale, donc on se veut bien sûr complémentaire. C'est que dans notre doctrine d'intervention, notre doctrine d'investissement, j'y reviendrai tout à l'heure,
nous avons toute une grille de lecture pour savoir si on investit ou pas, qui intègre aujourd'hui tout ce qui est tout ce qu'on appelle l'extra-financier. C'est-à-dire qu'on n'est pas, bien sûr, uniquement à calculer la rentabilité ou le risque, mais aussi quel impact sur le territoire de tel ou tel investissement, en termes d'attractivité, en termes d'emploi, en termes d'habitat, peut-être plus indirectement, etc. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau, de pas facile, parce qu'il faut objectiver tout un tas de critères qui sont très, très divers. Comment la Banque des territoires intervient? Là, je vais juste évoquer donc les outils, étant entendu bien sûr que ce qui compte le plus, ce n'est pas les outils, c'est ce qu'on en fait. Ces outils, donc des prêts de long terme, c'est ce qui nous distingue bien sûr des financeurs peut-être différents, des banques. La Banque des territoires et la Caisse des dépôts, vous le savez, gèrent les fonds déposés sur le livret d'épargne. Donc ce sont bien ces fonds-là, ce sont les fonds des Français qu'on prête. Donc c'est ce qu'on appelle une épargne réglementée. Et ce qui la caractérise, c'est la capacité de transformer cette épargne, qui est une épargne liquide, en prêt de long terme. En investissement, vous savez que la Caisse des dépôts est un investisseur institutionnel, comme on dit, c'est-à-dire qu'on est au capital de beaucoup de grandes sociétés, mais on est aussi un investisseur local dans des projets locaux sur notre région, des projets qui participent d'une part de l'attractivité des territoires, comme je le disais, et d'autre part avec une logique économique, les deux étant évidemment tout à fait compatibles, heureusement. Donc on intervient en étant minoritaire au capital avec d'autres investisseurs, publics ou privés, et avec des professionnels qui vont exploiter cet investissement, qu'il soit immobilier, qu'il soit de production d'énergie renouvelable, par exemple. Pour matérialiser ça sur des priorités, par exemple les mobilités. Donc les mobilités, des prêts, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, ce qu'on appelle le MobiPrêt, des investissements, des infrastructures de mobilité qui peuvent s'avérer très lourdes, très coûteuses, très engageantes sur le très long terme, qui s'amortissent sur de très long terme. Donc on peut faire des prêts de très long terme. On peut investir nos fonds propres dans des projets de mobilité durable, des infrastructures, soit directement de mobilité, comme le ferroviaire, soit de distribution de carburant, nouveaux matériels, etc. Donc, simplement peut-être pour un exemple de ces innovations dont je parlais tout à l'heure, le prêt performantiel. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. On l'a fait à Brest Métropole, mais enfin, on peut le faire ailleurs. Cette métropole a fait le choix de transports en commun électriques, donc gros investissements, et économie d'énergie qui dépendent bien évidemment dans le temps du coût de l'électricité. Donc le prêt qu'on a fait pour financer cet investissement-là est indexé sur le coût de l'électricité, qui est quand même un index un peu original. Mais si le coût de l'électricité monte, donc il y a moins d'économie d'énergie, mais le taux d'intérêt baisse, et donc la collectivité peut trouver son équilibre comme ça. Donc voilà, ça fait partie de ces innovations qu'on peut mettre en œuvre sur le sujet. Puis, bien sûr, l'ingénierie, puisque là aussi, c'est un argument, c'est un passage obligé important. Et puis, c'est peut-être le dernier exemple que j'évoquerai, la production d'énergie renouvelable. On a investi déjà sur notre région sur une bonne douzaine de projets de production d'énergie renouvelable. On est déjà aujourd'hui sur plus de 150 mégawatts si on ajoute tous ces projets, éoliens, solaires, etc. Donc on est tout à fait ouvert pour participer à d'autres projets, à investir avec d'autres, encore une fois, privés, publics, pour aider au progrès sur notre région de la production d'énergie renouvelable. Il y a un modèle économique, il n'y a pas de problème, on peut accompagner nos partenaires et les collectivités sur ce sujet-là, y compris dans l'ingénierie, je me répète, mais c'est un passage obligé très important avant ces investissements et ces projets très structurants. C'est vrai que le thème de la transition écologique, il est important et sa réussite, il dépend de nous tous. Je pense que chacun peut apporter notre pierre et on a beaucoup de moyens, ça a été dit et répété toute la journée.
Et par contre, il faut mettre des moyens dans l'accompagnement. C'est l'élément clé de déclencher l'étincelle, faire en sorte que les acteurs, les entreprises prennent des initiatives dans ce domaine-là et on compte beaucoup sur vous. Un grand merci à tous nos intervenants de la journée, parce que votre rapport était précieux, utile, et je pense qu'on les uns les autres, on n'hésitera pas à vous ressolliciter, parce que je pense que c'est dans la pratique que les questions vont venir, parce que c'est confronté au quotidien, aux questions de l'entreprise. On a plus ou moins retenu des choses, mais vous savez qu'à Develop, on a un réseau de partenaires et que vous pouvez nous mobiliser également pour, si vous avez oublié, vous avez besoin d'un contact, d'une ressource. Un grand merci à vous tous pour cette journée. Je pense qu'on voit toujours de la qualité dans notre université des développeurs et c'est important, et ce qui explique aussi votre présence.